Le Japon du XVIe siècle était un chaudron de sang et d'ambition. L'ère Sengoku avait broyé l'Empire en des centaines de territoires, chacun gouverné par des seigneurs de guerre rêvant de réunifier la nation sous leur propre bannière. C'était une époque où la loyauté s'achetait avec de l'or et se maintenait par la peur, où les châteaux s'élevaient comme des crocs de dragon contre l'horizon, et où un homme pouvait se réveiller sujet et s'endormir cadavre. Dans ce décor de chaos maîtrisé, deux destins allèrent bientôt entrer en collision de façon épique. Imagawa Yoshimoto était la fierté de sa lignée, un général ayant hérité non seulement de vastes terres, mais aussi de l'arrogance accumulée par des générations de victoires. Ses troupes avançaient sur la route du Tokaido tel un serpent de fer et de soie, 25 000 guerriers faisant trembler la terre sous leurs sandales. Chaque soldat portait en lui la certitude de la victoire, car il servait l'homme que beaucoup considéraient comme le prochain shogun du Japon. Yoshimoto ne marchait pas seulement vers Kyoto, il avançait vers le trône impérial, et chaque pas de ses armées résonnait comme le battement de tambour annonçant une ère nouvelle. Le soleil se levait rouge sur les montagnes quand les espions apportèrent des nouvelles qui auraient fait fléchir les genoux de tout chef sensé. 25 000. Ce chiffre dansait dans l'esprit des conseillers de Nobunaga comme une sentence de mort. En comparaison, le jeune seigneur de Wari ne disposait que de 2000 guerriers, dont beaucoup étaient encore inexpérimentés, et d'autres doutaient qu'il ne fût plus sage de chercher refuge dans les montagnes jusqu'au passage de la tempête. Les chiffres étaient cruels dans leur simplicité. Pour chaque samouraï de Nobunaga, plus de 12 ennemis attendaient. Les réunions au château de Kiyosu devinrent des séances de désespoir à peine voilées. Des conseillers chevronnés, hommes ayant servi le père de Nobunaga, chuchotaient entre eux qu'il était peut-être temps de négocier. Certains suggéraient qu'une reddition honorable sauverait au moins les vies, même au prix des terres et de la dignité. D'autres proposaient une retraite stratégique, une fuite élégante, permettant de combattre un autre jour lorsque les chances seraient moins impossibles. Mais tandis que ces sages débattaient de la meilleure manière de survivre à la défaite, Oda Nobunaga restait silencieux, les yeux fixés sur la carte montrant l'approche inexorable de la mort. Le jeune seigneur n'avait que 26 ans, mais portait déjà le poids d'attentes déçues et de méfiance murmurée. Beaucoup le jugeaient trop impulsif, d'autres le trouvaient trop cruel, et certains pensaient simplement qu'il lui manquait la sagesse nécessaire pour gouverner en des temps si périlleux. Nobunaga avait grandi en entendant qu'il différait des autres chefs, que ses idées étaient trop radicales, que ses méthodes remettaient en cause des traditions sacrées. À présent, face à la plus grande crise de sa vie, ces différences pourraient être précisément ce qui le sauverait ou ce qui le détruirait entièrement. La nouvelle de la marche de Yoshimoto s'était répandue comme un feu dans de la paille sèche. Les marchands fermaient leurs étals et fuyaient avec leurs familles vers l'intérieur des terres. Les paysans abandonnaient leurs récoltes pour se réfugier dans des temples et des grottes. Les routes se remplissaient de réfugiés emportant ce qu'ils pouvaient porter. Leurs visages marqués par la terreur de ceux qui savaient que les armées en marche ne distinguaient pas combattants et civils quand la fin de guerre les consumait. C'était comme si toute la province retenait son souffle, espérant que la tempête de fer et de sang passerait sans tout détruire sur son passage. À l'intérieur du château, la tension était palpable. Les serviteurs marchaient en silence, les guerriers affûtaient leurs sabres avec plus de soin qu'à l'ordinaire, et même les chiens semblaient sentir qu'une chose terrible approchait. Nobunaga passait des heures dans ses appartements, étudiant les rapports des espions et les cartes détaillées de la région. Il savait qu'affronter Yoshimoto en terrain découvert serait un suicide, mais aussi que se rendre signifierait la fin non seulement de sa lignée, mais de tout ce pourquoi sa famille s'était battue pendant des générations. Alors que ses conseillers débattaient de stratégies défensives, Nobunaga commençait à concevoir quelque chose de très différent. Ses yeux parcouraient les montagnes et les vallées tracées sur la carte, cherchant non des endroits où se cacher, mais des opportunités que d'autres hommes n'auraient jamais envisagées. La différence entre un chef ordinaire et un génie militaire réside souvent dans la capacité à voir des possibilités là où d'autres ne voient que des impossibilités.
Et tandis que l'armée de Yoshimoto approchait comme une tempête inévitable, quelque chose de bien plus dangereux prenait forme dans l'esprit du jeune Nobunaga. Le campement d'Imagawa Yoshimoto à Okeazama était un spectacle de puissance et d'organisation militaire. Des tentes de soie s'étendaient sur la plaine comme des fleurs colorées dans un champ de bataille, chacune marquée du blason des familles ayant juré fidélité au grand général. L'air était embaumé par l'encens brûlé sur les autels portatifs où les soldats faisaient leurs prières avant le combat, mêlé à l'arôme du riz en train de cuire et du saké chauffé pour célébrer les victoires futures. C'était une armée respirant la confiance. Des généraux montés sur leurs destriers jusqu'aux simples soldats marchant en formation parfaite. Yoshimoto circulait parmi ses troupes, tel un empereur inspectant ses domaines. Son kimono de soie brodé brillait sous le soleil de l'après-midi, et son katana, chef-d'œuvre forgé par des maîtres ancestraux, pendait à sa ceinture comme un symbole d'autorité incontestable. Les soldats s'inclinaient sur son passage, et les généraux rivalisaient pour attirer son attention avec des rapports de petites victoires et des promesses de gloire à venir. Pour toutes les apparences, la guerre était déjà gagnée avant même d'avoir commencé, et tout le campement célébrait cette certitude avec la joie de ceux qui savent être du côté gagnant de l'histoire. Mais à 50 km de là, au château de Kiyosu, un esprit très différent analysait la situation avec des yeux capables de discerner des opportunités là où d'autres ne voyaient que des espoirs. Nobunaga avait passé des jours à étudier chaque rapport de ses espions, chaque détail géographique de la région, chaque schéma de mouvement des troupes ennemies. Alors que ses généraux continuaient à proposer des tactiques défensives traditionnelles, il commençait à réaliser que la propre confiance de Yoshimoto pouvait être transformée en arme contre lui. Les cartes étalées sur la table de guerre montraient Okeazama non seulement comme un lieu de campement, mais comme un piège naturel attendant d'être déclenché. La région était un labyrinthe de collines couvertes de forêts denses, traversées par des ravins étroits et des sentiers sinueux entre rochers et arbres centenaires. C'était un terrain difficile pour les grandes armées à manœuvrer, mais parfait pour des embuscades si quelqu'un était assez audacieux pour tenter l'impossible. Nobunaga faisait courir ses doigts sur les lignes de la carte, visualisant non des batailles conventionnelles, mais des mouvements rapides et des attaques surprises capables de transformer la géographie locale en alliés. La différence fondamentale entre les deux commandants devenait de plus en plus claire. Yoshimoto pensait comme un général traditionnel, supériorité numérique, formations ordonnées, bataille frontale où la plus grande armée écraserait simplement la plus petite. C'était la manière dont les guerres avaient été menées pendant des siècles, et cela avait bien fonctionné pour lui jusqu'alors. Ses victoires antérieures avaient suivi ce schéma: rassembler plus d'hommes que l'ennemi, marcher vers lui et triompher par la force brute et la discipline supérieure. C'était une formule éprouvée par le temps et validée par des générations de succès militaires. Nobunaga, en revanche, commençait à penser d'une façon qui défiait tout ce que les manuels militaires traditionnels enseignaient. S'il ne pouvait vaincre par la force, il devrait gagner par la ruse. S'il ne pouvait surpasser l'ennemi en nombre, il devrait le dépasser en vitesse et en surprise. La bataille ne serait pas remportée en terrain découvert, là où Yoshimoto espérait la livrer, mais dans l'ombre des forêts et au moment où l'ennemi serait le plus distrait. C'était un type de guerre exigeant non seulement du courage, mais aussi la volonté de briser des règles considérées sacrées depuis des générations. Les espions apportèrent des rapports réguliers sur la routine du camp ennemi. Yoshimoto respectait des horaires rigides. Inspection matinale, conseil de guerre à midi et célébration en fin de journée s'étendant jusqu'à la nuit. Ses troupes suivaient des schémas prévisibles, postant des gardes aux endroits évidents, et maintenant une discipline relâchée, celle de qui ne s'attendent pas à être attaqués. C'était la confiance d'une armée persuadée d'avoir la victoire assurée, et chaque détail de cette routine devenait une information précieuse entre les mains de celui qui savait comment l'utiliser. Pendant ce temps, au château de Kiyosu, Nobunaga commençait à faire des préparatifs que ses propres généraux jugeaient incompréhensibles. Les armes étaient redistribuées,
en privilégiant la rapidité à la protection. Des itinéraires de marche étaient planifiés via des sentiers que les cartes officielles ne mentionnaient même pas. Plus important encore, il commençait à parler à ces hommes non de survie ou de retraite honorable, mais de la possibilité d'une victoire que tous les autres jugeaient impossible. C'était le genre de leadership qui inspirait soit des partisans fanatiques, soit conduisait des armées entières à la destruction, et Nobunaga semblait déterminé à découvrir lequel serait le résultat. La distance entre les deux camps diminuait chaque jour, mais celle entre les deux mentalités militaires augmentait proportionnellement. D'un côté, un tigre confiant se préparant à dévorer une proie apparemment sans défense. De l'autre, une souris commençant à comprendre que parfois le plus petit prédateur peut renverser le plus grand, s'il sait exactement où mordre et quand frapper. Le croissant de lune pendait au-dessus du château de Kiyosu comme une lame incurvée dans le ciel nocturne, quand Nobunaga décida qu'il était temps de préparer ses hommes à l'impossible. La cour principale du château fut transformée en une scène où tradition et innovation allaient se rencontrer de façon dramatique. Des torches furent allumées à chaque coin, créant un cercle de lumière dansante qui faisait bouger les ombres des guerriers comme des esprits ancestraux. L'air était chargé de tension et d'attente, car tous savaient que leur jeune seigneur avait convoqué une cérémonie qui définirait non seulement le destin de la bataille à venir, mais peut-être celui de toute la province. Nobunaga sortit de ses appartements vêtus d'une armure à la fois magnifique et pratique. Le métal noir poli reflétait la lumière des torches comme de l'eau sombre, et les détails dorés semblaient capturer et concentrer chaque flamme qui les touchait. Mais ce qui frappait le plus était l'expression sur son visage, un mélange de détermination farouche et de sérénité surnaturelle qui faisait frissonner même les vétérans les plus expérimentés. C'était le visage d'un homme ayant pris une décision irrévocable et prêt à en assumer toutes les conséquences, quelles qu'elles soient. Le premier élément du rituel fut le saké, mais non servi de la manière traditionnelle dans de petites coupes de porcelaine. Nobunaga ordonna qu'on apporte d'énormes jarres au centre de la cour et il se mit lui-même à boire directement d'une écuelle de bois, la passant ensuite à ses généraux et capitaines. Chaque gorgée était accompagnée d'un toast résonnant dans la nuit comme un défi lancé aux dieux eux-mêmes, pour la victoire ou pour une mort glorieuse. L'alcool n'était pas là pour engourdir les sens, mais pour libérer des courages que la sobriété aurait pu retenir. C'était une invitation à chaque homme présent à abandonner ses inhibitions et à embrasser la folie contrôlée que la bataille à venir exigerait. Quand le saké commença à réchauffer le sang des guerriers, Nobunaga entama la deuxième partie de la cérémonie. Des tambours furent apportés au centre du cercle, non les petits tambours cérémoniels des rituels traditionnels, mais d'énormes instruments de guerre dont le son pouvait être entendu à des kilomètres. Nobunaga lui-même prit les baguettes et se mit à frapper un rythme semblant jaillir des profondeurs de la terre. Chaque battement résonnait dans la poitrine des soldats comme un second cœur, synchronisant les battements de 2000 hommes en une seule pulsation collective de détermination et de fureur maîtrisée. La danse qui suivit n'était pas la performance élégante et codifiée des cours impériales, mais quelque chose de bien plus primitif et puissant. Nobunaga se mouvait autour des tambours avec une grâce féline rappelant davantage un prédateur se préparant à l'attaque qu'un noble exécutant des pas traditionnels. Ces mouvements racontaient une histoire sans mots. L'approche de l'ennemi, la préparation de l'embuscade, le moment de l'assaut et enfin la victoire arrachée aux griffes d'une défaite jugée impossible. Chaque geste était une promesse, chaque tour une déclaration que l'impossible allait devenir réalité. Les soldats commencèrent à rejoindre la danse, d'abord hésitants, puis bientôt avec une passion les surprenant eux-mêmes. Des vétérans endurcis par des décennies de guerre se mouvaient aux côtés de jeunes à peine capables de manier leur premier sabre, tous unis par la musique hypnotique des tambours et par la vision de leur chef transformé en force de la nature sous leurs yeux. Les hiérarchies militaires se dissolurent temporairement, tandis que samouraïs, ashigaru et même serviteurs dansaient ensemble,
non pour célébrer une victoire déjà acquise, mais une bataille qui n'avait même pas encore commencé. Le point culminant de la cérémonie arriva quand Nobunaga dégaina son katana et le leva vers les étoiles. La lame capta la lumière des torches et sembla s'enflammer, devenant une extension des flammes, illuminant la cour. Sa voix résonna par-dessus le son des tambours et le murmure de la foule. « Si les dieux ont décrété notre destruction, alors nous leur montrerons comment meurent de vrais hommes. S'ils ont décrété notre victoire, alors nous leur montrerons comment naissent des héros. Mais nous ne mourrons pas comme des lâches, et nous ne fuirons pas comme des chiens apeurés. Nous affronterons notre destin tête haute, les armes à la main. » La réponse fut un rugissement collectif, faisant trembler les pierres du château. 2000 voix s'élevèrent, comme une seule force, jurant de suivre leur chef jusqu'au bout du monde, si nécessaire. C'était plus que de la loyauté militaire ou de l'obéissance hiérarchique. C'était une transformation alchimique où des hommes ordinaires se métamorphosaient en instruments d'une volonté supérieure. Le rituel avait atteint son but, transformer une armée désespérée en une force mystique nourrie par une foi aveugle dans la direction d'un homme promettant l'impossible. Quand les tambours se turent enfin et que les dernières notes de la danse s'évanouirent dans la nuit, un changement fondamental s'était produit. Les mêmes hommes qui, quelques heures plus tôt, chuchotaient à propos de reddition et de fuite, parlaient désormais à voix basse et avec révérence de la bataille à venir, comme s'il s'agissait d'un privilège sacré d'y participer. Nobunaga avait fait plus que motiver ses troupes. Il avait créé une religion temporaire, où la victoire impossible devenait non seulement probable, mais inévitable. L'aube trouverait des hommes différents marchant vers Okeazama, des hommes ayant bu du même saké que leur chef, dansé au son des mêmes tambours et juré les mêmes serments impossibles. Le rituel de la détermination était achevé et il ne restait plus qu'à découvrir si la foi pouvait vraiment déplacer les montagnes. L'aube du 16 juin de l'année 1560 se leva claire et paisible, sous un ciel bleu sans nuages, promettant une journée idéale pour voyager ou livrer des batailles classiques au soleil. Mais Nobunaga, qui avait passé la nuit en veille, étudiant cartes et prières ancestrales, sentait quelque chose de différent dans l'air. Une électricité presque imperceptible, une tension atmosphérique hérissant les poils de la nuque, suggérant que les cieux eux-mêmes se préparaient à une intervention divine. C'était le genre de sensation que les hommes sages apprenaient à reconnaître, surtout quand leur vie dépendait de lire correctement les signes que le monde leur envoyait. Ces troupes se rassemblèrent avant l'aube, dans la cour principale du château, leur équipement réduit à l'essentiel. Armure légère permettant une grande mobilité, armes affûtées jusqu'à la perfection et provisions minimales pour une marche qui se déciderait en heures, non en jours. Chaque homme portait en lui le souvenir de la veille, quand ils avaient dansé et bu ensemble comme des frères sur le point d'affronter l'impossible. À présent, sous la lumière froide de l'aube, ce souvenir devenait le carburant d'une détermination frôlant le fanatisme religieux. Ils n'étaient plus simplement des soldats obéissant à des ordres, ils étaient des croisés en mission sacrée. La marche initiale à travers le territoire d'Owari fut silencieuse et disciplinée. Nobunaga avait choisi des itinéraires évitant les routes principales et les villages, empruntant des sentiers de chasseurs et des chemins connus uniquement des contrebandiers et des moines itinérants. Chaque pas était calculé pour préserver l'effet de surprise, chaque halte planifiée pour éviter d'être repéré par les espions que Yoshimoto avait certainement répandus dans la région. C'était une danse délicate entre vitesse et discrétion, entre la nécessité d'arriver vite et celle d'arriver sans être vu. Vers midi, alors que le soleil atteignait son zénith et que la chaleur pesait sur les armures des soldats, les premiers nuages apparurent à l'horizon ouest. D'abord de simples taches blanches, aisément ignorables, mais Nobunaga les observait avec une attention intrigante et générale. Il avait développé au fil des ans une sensibilité presque surnaturelle aux phénomènes climatiques, une compétence qu'il jugeait aussi importante que la maîtrise de la stratégie militaire.
Le temps n'était pas qu'un facteur extérieur à considérer. C'était un allié potentiel qu'on pouvait courtiser et utiliser si l'on savait parler son langage. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les nuages grossissaient et noircissaient à une vitesse surprenant même les vétérans les plus expérimentés. Ce qui avait commencé comme de petites formations inoffensives se transformait rapidement en un front orageux promettant d'être épique. Le vent se leva avec une force croissante, apportant l'odeur inconfondable de la pluie imminente et cette électricité dans l'air qui faisait hennir nerveusement les chevaux et regarder le ciel aux hommes avec un mélange d'admiration et d'appréhension. C'était comme si la nature elle-même se préparait à assister au spectacle sur le point de se dérouler. Nobunaga arrêta sa colonne au sommet d'une colline, offrant une vue claire sur la vallée où Okehazama s'étendait au loin. À travers sa lunette primitive, il distinguait les tentes du camp ennemi, parsemées dans la plaine comme des fleurs dans un jardin, et le mouvement de minuscules silhouettes indiquant une routine normale et insouciante. Yoshimoto ne s'attendait clairement à aucune attaque, surtout pas avec un orage approchant. Les armées traditionnelles se mettaient à l'abri par mauvais temps, protégeant leur matériel précieux et attendant que les conditions s'améliorent avant de reprendre les hostilités. C'était ce genre de pensée militaire conventionnelle que Nobunaga allait transformer en désavantage fatal. Les premiers éclairs illuminèrent l'horizon quand il réunit ses capitaines pour les instructions finales. Sa voix devait rivaliser avec le vent croissant, mais chaque mot était prononcé avec une clarté perçant le vacarme ambiant. Les dieux nous envoient un manteau pour couvrir notre approche. Nous utiliserons chaque éclair comme diversion, chaque coup de tonnerre comme couverture pour nos mouvements. Quand nous serons si près qu'ils sentiront notre haleine, il sera trop tard pour réagir. C'était plus qu'un ordre militaire, c'était une interprétation mystique des événements transformant un orage naturel en bénédiction divine. La pluie commença par quelques gouttes éparses, formant de petits cercles dans la poussière, mais s'intensifia rapidement jusqu'à devenir un rideau liquide, réduisant la visibilité à quelques mètres. Les soldats de Nobunaga s'y étaient préparés, enveloppant leurs armes dans des tissus huilés et attachant leurs armures de façon à minimiser le bruit métallique pouvant trahir leur position. Chaque homme devint une ombre silencieuse, se déplaçant dans le paysage trempé, invisible à tout observateur, ne se trouvant pas littéralement à quelques pas. Le coup de tonnerre résonnant dans les vallées au moment où ils entamèrent leur descente finale vers le camp ennemi fut interprété par Nobunaga comme l'approbation ultime des cieux. C'était le genre de son qui faisait se recroqueviller les hommes dans leurs tentes, en fermant les yeux, espérant que la tempête passerait vite. Personne en pleine possession de ses moyens n'attaquerait pendant un tel orage, et cette certitude deviendrait l'arme la plus puissante de l'arsenal de Nobunaga. Il avait transformé l'impossible en inévitable, et à présent les éléments eux-mêmes conspireraient pour que sa folie calculée devienne la victoire la plus improbable de l'histoire militaire japonaise. Dans le campement d'Imagawa Yoshimoto, la tempête s'abattant sur Okehazama n'était pas perçue comme une menace, mais comme une simple gêne retardant de quelques heures la marche triomphale vers Kyoto. Les tentes imperméables importées de Chine gardaient l'intérieur sec et confortable, tandis que des braseros de bronze réchauffaient de l'air, créant une atmosphère accueillante, contrastant fortement avec le chaos climatique à l'extérieur. C'était exactement le genre d'environnement encourageant la complaisance, où des hommes puissants se sentaient assez en sécurité pour baisser leur garde et célébrer des victoires qu'ils jugeaient inévitables. La tente principale de Yoshimoto avait été transformée en un hall de banquet improvisé, décoré de tapis de soie et éclairé par des lanternes en papier projetant des ombres dansantes sur les parois de tissu. Le général suprême était allongé sur des coussins brodés, entouré de ses lieutenants les plus fidèles et de quelques vassaux importants ayant rejoint sa cause. La table basse devant eux croulait sous des mets normalement réservés aux palais impériaux, poissons frais venus des côtes, riz préparé avec des épices rares et saké d'exception spécialement mis de côté pour célébrer la conquête d'Owari.
L'ambiance dans la tente était une euphorie maîtrisée, avec des conversations animées sur les territoires à distribuer après la victoire et les titres honorifiques que l'empereur accorderait certainement aux participants de cette campagne historique. Yoshimoto gesticulait largement en décrivant ses plans pour le nouvel ordre qu'il établirait. Ses paroles adoucies par le saké premium et sa confiance alimentée par les rapports d'espions confirmant que Nobunaga restait retranché à Kiyosu, apparemment paralysé par la terreur face à l'approche de forces si supérieures. Les généraux rivalisaient en proposant des plans de plus en plus grandioses pour la phase suivante de la campagne. L'un suggérait qu'après la conquête d'Owari, il devrait marcher immédiatement sur Mino pour consolider tout le centre du Japon. Un autre proposait une alliance stratégique avec les moines guerriers du mont Hiei pour garantir un soutien religieux à la nouvelle dynastie qui émergerait certainement de la victoire. Un troisième, déjà visiblement affecté par l'alcool, déclara que même les puissants clans de Kyushu n'oseraient pas résister en voyant avec quelle facilité le fameux Oda Nobunaga avait été écrasé comme un insecte agaçant. La musique traditionnelle, jouée par des ménestrels engagés spécialement pour l'occasion, créait une bande-son appropriée à ce que tous percevaient comme un moment historique. Les mélodies élégantes se mêlaient au bruit de la pluie sur le toit de la tente, formant une symphonie semblant célébrer non seulement la victoire imminente, mais l'inévitabilité même du destin réservé à l'armée d'Imagawa. C'était le genre d'atmosphère où les grands hommes se sentent encore plus grands, où les succès passés deviennent automatiquement des garanties de triomphe futur. Hors de la tente principale, le reste du campement adoptait une ambiance similaire de célébration anticipée. Les soldats se regroupaient autour de feux protégés par des auvents improvisés, se passant des bouteilles de saké bon marché et racontant des histoires de batailles passées sous les bannières victorieuses de Yoshimoto. Les gardes restaient à leur poste, mais avec la posture relâchée d'hommes, ne s'attendant à aucune action, surtout pas pendant un orage décourageant toute manœuvre militaire sensée. C'était exactement le genre de discipline relâchée apparaissant quand les soldats sont certains que l'ennemi est complètement subjugué. Même les officiers de Yoshimoto avaient été contaminés par cette atmosphère de confiance excessive. Les réunions de planification militaire se transformaient en séances de boissons où les stratégies étaient discutées de façon désinvolte, comme s'il s'agissait d'exercices théoriques plutôt que de préparatifs pour des batailles réelles. Les cartes étaient examinées superficiellement, les rapports de reconnaissance acceptés sans questionnement, et les rares voix suggérant des précautions supplémentaires étaient réduites au silence par des plaisanteries sur une paranoïa inutile. C'était le genre d'environnement où la compétence militaire pouvait facilement être corrompue par l'arrogance collective. L'ironie de la situation était que le propre succès passé de Yoshimoto était devenu sa plus grande vulnérabilité. Ses victoires antérieures avaient été remportées grâce à une planification méticuleuse et une exécution disciplinée. Mais la répétition de ces triomphes avait créé un sentiment d'invincibilité obscurcissant le besoin de vigilance constante. Chaque bataille gagnée devenait la preuve que son approche militaire était infaillible. Chaque ennemi vaincu confirmait sa supériorité stratégique. Et chaque territoire conquis validait sa croyance d'être destiné à unifier le Japon sous sa direction. Pendant ce temps, hors des tentes chauffées et éclairées, la tempête continuait de s'intensifier, créant un rideau naturel rendant impossible de voir au-delà de quelques mètres. Le tonnerre couvrait tout bruit pouvant indiquer un mouvement hostile, et la pluie torrentielle transformait le sol en boue, décourageant tout commandant sensé de tenter des manœuvres complexes. C'était exactement le genre de conditions rassurant les généraux expérimentés, protégés non seulement par leurs propres forces, mais par la nature elle-même, semblant conspirer pour tenir les ennemis éloignés. Le banquet se prolongea tard dans la nuit. Yoshimoto et ses officiers célébrant non seulement les victoires passées, mais aussi les triomphes futurs qu'ils jugeaient assurés. C'était une célébration de l'arrogance humaine dans sa forme la plus pure, où des hommes puissants se convainquaient d'avoir transcendé les caprices du destin et conquis le droit de façonner l'avenir selon leur volonté. Mais derrière le rideau de pluie,
Une force très différente approchait silencieusement, mue non par la confiance en une victoire certaine, mais par la détermination désespérée de transformer l'impossible en réalité. L'approche finale à travers la tempête fut un chef-d'œuvre de coordination militaire exécuté dans des conditions décourageant tout commandant conventionnel. Nobunaga et ses 2000 guerriers se déplaçaient dans le paysage trempé comme des esprits vengeurs. Chaque pas calculé pour ne produire aucun son, trahissant leur présence. La boue aspirait leurs sandales à chaque mouvement. Mais ils s'y étaient entraînés, développant une façon de marcher, répartissant leur poids pour minimiser à la fois le bruit et le risque de glisser sur le terrain traître. Les premières tentes du camp ennemi apparurent à travers le rideau de pluie comme des fantômes se matérialisant dans la brume. Nobunaga fit un signe silencieux de la main et toute sa force se déploya en formation d'attaque, chaque groupe sachant exactement quelle section du campement lui incombait. Il n'y avait pas besoin d'ordres criés ni de signaux de cornes. Chaque homme avait mémorisé son rôle dans la symphonie de destruction sur le point de commencer. C'était le fruit d'années d'entraînement combiné à l'intensité mystique de la cérémonie de la veille, créant une machine de guerre fonctionnant par intuition partagée plus que par commandement hiérarchique. La première attaque débuta simultanément en 3 points du périmètre du campement. Les guerriers de Nobunaga surgirent de la tempête comme des démons sortant des enfers, leurs katanas déjà dégainés et leurs visages couverts de masques de guerre, les rendant méconnaissables dans l'obscurité. L'effet de surprise fut si total que les premiers soldats de Yoshimoto furent abattus avant même de comprendre qu'ils étaient attaqués. Les cris d'alarme se mêlèrent au tonnerre, créant une cacophonie de terreur se répandant dans le campement comme un feu dans de la paille sèche. Les tentes prirent feu presque immédiatement, non par accident, mais comme partie délibérée de la stratégie de Nobunaga. Ces hommes portèrent des torches imprégnées d'huile protégées de la pluie durant toute la marche, et ces flammes devenaient maintenant des armes psychologiques aussi importantes que les lames affûtées. Le feu créait des points lumineux, révélant des cibles aux assaillants tout en aveuglant les défenseurs, transformant le campement ordonné en un labyrinthe d'ombres dansantes où il était impossible de distinguer amis et ennemis. Le chaos se répandit avec une rapidité surprenant même Nobunaga. Les soldats de Yoshimoto sortèrent de leurs tentes dans divers états de vêtements et de sobriété. Certains tenant encore des coupes de saké, d'autres cherchant désespérément leurs armes au milieu du chaos généralisé. La discipline militaire, bâtie au fil d'années de campagnes victorieuses, s'effondra en quelques minutes, remplacée par l'instinct basique de survie, transformant des guerriers expérimentés en animaux effrayés, cherchant une issue. La tente principale de Yoshimoto devint l'épicentre d'un combat particulièrement féroce. Les généraux qui, quelques minutes plus tôt, célébraient une victoire inévitable, luttaient désormais désespérément pour organiser une défense coordonnée, mais leurs ordres se perdaient dans le rugissement de la tempête et les cris des mourants. Certains tentèrent de former des lignes défensives traditionnelles, mais ces formations se désintégraient dès qu'elles étaient attaquées par des guerriers surgissant de l'obscurité, frappant avec une férocité surnaturelle, puis disparaissant avant qu'une réponse coordonnée ne puisse être organisée. Yoshimoto lui-même, qui avait passé la nuit à boire et célébrer, se retrouva soudainement sobre et se battant pour sa vie. Son katana cérémoniel, longtemps plus symbole d'autorité qu'outil de guerre, fendait maintenant l'air nocturne en mouvement désespéré pour tenir à distance des assaillants invisibles. Autour de lui, ses gardes du corps les plus loyaux formaient un cercle défensif, mais ce périmètre rétrécissait à chaque instant, tandis que des hommes tombaient sous les coups d'ennemis, semblant connaître chaque recoin du campement mieux que ses propres défenseurs. La stratégie de Nobunaga était cruellement simple. Attaquer simultanément de multiples directions pour empêcher tout regroupement, utiliser le feu pour créer une confusion visuelle et exploiter la connaissance supérieure du terrain pour garder l'initiative durant toute la bataille. C'était l'opposé de tout ce que les manuels militaires traditionnels enseignaient sur la manière dont les petites armées devaient affronter des forces supérieures. Mais cela fonctionnait précisément
parce que personne ne s'attendait à ce que quelqu'un soit assez fou pour tenter quelque chose d'aussi risqué. Les chevaux du campement, effrayés par le feu et le bruit, rompirent leurs liens et se mirent à galoper follement entre les tentes, ajoutant encore au chaos et piétinant des soldats tentant de s'organiser pour la défense. C'était comme si la nature elle-même s'était alliée aux assaillants, transformant chaque élément de l'environnement en arme contre les défenseurs. La pluie qui aurait dû protéger le campement rendait maintenant la visibilité impossible pour les défenseurs. Le vent propageait les flammes plus vite et la boue rendait impossible aux soldats de Yoshimoto de maintenir des positions défensives stables. En moins d'une heure, ce qui avait été un campement militaire organisé et confiant se transforma en un champ de bataille apocalyptique où la seule loi était la survie du plus fort. Nobunaga avait transformé l'arrogance de son ennemi en carburant pour une victoire défiant toutes les probabilités mathématiques et contredisant toutes les attentes stratégiques. L'embuscade n'était pas seulement un succès militaire. C'était la démonstration que la guerre pouvait être une forme d'art quand elle était pratiquée par un génie prêt à réécrire toutes les règles. Le centre du campement était devenu un enfer terrestre où le feu des tentes en flammes se mêlait aux reflets des lames ensanglantées, créant un spectacle semblant jaillir directement des cauchemars les plus profonds des anciens parchemins de guerre. Imagawa Yoshimoto se trouvait dans l'œil de cette tempête de destruction, entouré des derniers de ses gardes fidèles, formant un cercle de plus en plus réduit autour de sa tente principale. Le général, qui quelques heures plus tôt planifiait son entrée triomphale à Kyoto, se battait désormais désespérément pour sa propre vie. Son armure cérémonielle souillée de boue et de sang, sa respiration formant des nuages de vapeur dans l'air froid de l'aube. La prise de conscience de l'ampleur du désastre l'avait atteint par vagues successives d'horreur. D'abord, les cris lointains pouvant être confondus avec des célébrations bruyantes. Puis la lueur orangée des flammes semblant venir de feux de camp. Enfin, la vérité inéluctable quand ses propres hommes commencèrent à courir vers lui, certains blessés, d'autres simplement terrifiés, tous apportant le même message impossible. Ils étaient attaqués, le campement était en train d'être détruit, et l'ennemi censé être retranché à Kiyosu était apparu comme un démon au cœur de la tempête. Yoshimoto tenta de garder la contenance d'un commandant expérimenté, criant des ordres de regroupement et de contre-attaque, mais ses paroles se perdaient dans le chaos généralisé. Ses généraux les plus proches avaient disparu dans la confusion, certains probablement morts, d'autres peut-être fuyant pour sauver leur propre peau. La chaîne de commandement, fonctionnant parfaitement durant des décennies de campagnes victorieuses, s'était désintégrée en quelques minutes, le laissant isolé au centre d'une bataille qu'il ne comprenait pas et ne pouvait contrôler. Les assaillants semblaient savoir exactement où ils se trouvaient, se déplaçant à travers le campement en flammes avec une précision suggérant une planification méticuleuse et un repérage détaillé. Ce n'étaient pas des attaques chaotiques de bandits opportunistes, mais des mouvements coordonnés d'une force militaire ayant étudié chaque aspect du terrain et du déploiement des troupes. Yoshimoto commençait à réaliser qu'il avait été surpassé non seulement en audace, mais en intelligence militaire, par un ennemi ayant transformé sa propre confiance excessive en piège mortel. La dernière ligne de défense autour de sa tente se composait d'une douzaine de samouraïs vétérans, hommes ayant servi sa famille pendant des générations et préférant mourir plutôt qu'abandonner leur seigneur dans l'heure de son plus grand besoin. Ils se battaient avec le désespoir d'hommes, sachant affronter leurs derniers instants, chaque mouvement de leur katana étant une déclaration de loyauté transcendant les considérations tactiques. Mais même le plus pur courage avait ses limites face à des ennemis attaquant simultanément de toutes les directions, apparaissant et disparaissant dans la fumée et la pluie comme des esprits vengeurs. Ce furent Mori Shinsuke et Hattori Koheita, deux guerriers de Nobunaga, qui parvinrent à percer le cercle final de protection. Ils émergèrent du rideau de fumée comme des prédateurs ayant identifié leur proie, leurs armures maculées du sang de nombreux ennemis rencontrés en chemin.
Yoshimoto les vit approcher et comprit que le moment final était arrivé, non seulement pour sa vie, mais pour tous les grands rêves qu'il avait nourris d'unifier le Japon sous sa direction. Le combat final ne dura que quelques minutes, mais chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Yoshimoto se battit avec la dignité d'un général expérimenté, son katana traçant dans l'air des arcs précis, témoignant de décennies d'entraînement et de batailles passées. Mais il affrontait non seulement deux adversaires, mais toute la force mystique d'une armée transformée par le leadership charismatique de Nobunaga en quelque chose de plus que la somme de ses parties. Chaque coup qu'il portait était paré, chaque mouvement défensif anticipé, chaque tentative de recul coupée par des attaques coordonnées, le forçant à rester au combat. Le coup final vint quand Yoshimoto tenta une dernière manœuvre désespérée, une attaque double qui aurait pu éliminer l'un de ses adversaires s'il l'avait exécuté complètement. Mais la lame de Mori Shinsuke trouva son coup au moment exact où il s'engageait dans le mouvement et la tête, qui avait rêvé de couronnes impériales, roula dans la boue trempée de sang du champ de bataille. C'était une fin indigne pour un homme ayant tant conquis, mais aussi un symbole parfait de la façon dont l'arrogance pouvait transformer des victoires assurées en défaites impossibles. La mort de Yoshimoto eut un effet psychologique dévastateur sur ce qui restait de ses troupes. La nouvelle se répandit dans le campement en flammes plus vite que le feu lui-même, porté par des soldats en fuite criant que le général suprême était tombé. Pour des guerriers ayant suivi Yoshimoto à travers d'innombrables campagnes victorieuses, l'idée que leur chef invincible puisse être tué était littéralement inconcevable. Beaucoup refusèrent d'y croire, jusqu'à voir la tête portée sur une lance par l'un des guerriers de Nobunaga, exhibée comme trophée d'une victoire défiant toute logique militaire. L'effondrement qui suivit fut total et irréversible. Des soldats ayant combattu courageusement, même encerclés, abandonnèrent leur position dès qu'ils comprirent qu'il n'y avait plus de chef à servir. Des officiers ayant tenté de maintenir une organisation défensive disparurent simplement dans l'obscurité, ne se souciant plus que de sauver leur propre vie. L'armée qui avait marché vers Okehazama comme une force irrésistible se désintégra en une foule de fuyards terrifiés, chacun courant dans la direction qu'il jugeait offrir la meilleure chance de survie. Nobunaga émergea de la fumée et des flammes, comme une figure mythique, son armure brillant à la lueur du feu, la tête de Yoshimoto présentée devant lui comme preuve que l'impossible était devenu réalité. Autour de lui, ses guerriers célébraient non seulement une victoire militaire, mais une transformation fondamentale dans la perception de ce qui était possible quand courage, intelligence et leadership inspiré se combinaient pour défier les probabilités les plus impossibles. La bataille d'Okehazama était terminée, mais la légende qui en naîtrait ne faisait que commencer. L'aube suivant la bataille d'Okehazama révéla un champ de bataille semblant avoir été touché par les dieux de la guerre eux-mêmes. Des tentes calcinées se dressaient du sol trempé comme des squelettes carbonisés, leur tissu de soie transformé en cendres que la pluie persistante dispersait dans la boue rougie de sang. Des corps de guerriers qui, quelques heures plus tôt, marchaient confiants vers une victoire assurée, gisaient maintenant épars dans la plaine, leurs armures élaborées, ne servant plus qu'à marquer les tombes d'ambitions révélées fatalement excessives. C'était une scène parlant d'elle-même, du pouvoir transformateur d'une seule nuit, quand l'impossible s'était matérialisé par la volonté inflexible d'un homme, prêt à tout miser sur une manœuvre qu'aucun commandant sensé n'aurait jamais tentée. Oda Nobunaga traversait ce champ de désolation non comme un vainqueur ordinaire, mais comme une force de la nature ayant pris forme humaine. Ces 2000 guerriers le suivaient avec la révérence normalement réservée aux divinités. Leurs visages encore souillés du sang de la bataille, leurs yeux brillants de l'intensité d'hommes ayant participé à un miracle militaire. Ils n'étaient plus simplement des soldats, ils s'étaient transformés en disciples d'une nouvelle manière de faire la guerre, témoins d'une victoire réécrivant toutes les règles sur ce que de petites armées pouvaient accomplir quand elles étaient menées par un génie prêt à défier les cieux eux-mêmes. La tête d'Imagawa Yoshimoto, conservé et exposé comme trophée suprême de la victoire, représentait bien plus que la mort d'un ennemi. C'était le symbole physique de la fin d'une ère entière,
la fin d'un type de guerre fondé sur la supériorité numérique et les tactiques traditionnelles, et la naissance de quelque chose de complètement nouveau. Yoshimoto avait incarné l'establishment militaire japonais dans sa forme la plus pure, puissant, confiant, suivant des méthodes éprouvées par le temps. Sa défaite n'était pas seulement une victoire tactique, mais une révolution philosophique, prouvant que l'innovation et l'audace pouvaient surpasser la tradition et les ressources supérieures. La nouvelle de la bataille se répandit à travers le Japon, avec une rapidité surprenant même les messagers les plus rapides. Chaque village, chaque château, chaque temple reçut des récits de cette victoire impossible, avec un mélange d'incrédulité et de terreur. 2000 hommes avaient vaincu 25 000. Un chef local, relativement inconnu, avait éliminé l'un des généraux les plus respectés du pays. Une armée censée être anéantie avait au contraire anéanti ses supposés conquérants. C'était le genre d'histoire appartenant normalement aux légendes anciennes, non aux événements contemporains, mais les preuves étaient trop indéniables pour être ignorées. Les autres seigneurs de guerre de la période Sengoku reçurent la nouvelle avec des réactions allant de l'admiration respectueuse à la terreur absolue. Ceux ayant sous-estimé Nobunaga comme un jeune impulsif et inexpérimenté furent forcés de revoir entièrement leur jugement. D'autres, ayant planifié des alliances avec Yoshimoto en se fondant sur la certitude de sa victoire, durent désormais repenser fondamentalement leur stratégie politique et militaire. L'équilibre des pouvoirs dans tout le centre du Japon avait changé du jour au lendemain, et personne n'était tout à fait certain de comment naviguer dans cette nouvelle réalité. Mais peut-être la transformation la plus profonde s'était-elle produite en Nobunaga lui-même. Le jeune homme ayant marché vers Okehazama, en portant encore des doutes sur sa capacité à diriger, marchait à présent avec la confiance de celui ayant prouvé qu'il pouvait rendre l'impossible possible par la seule force de sa volonté. Ses yeux, qui auparavant reflétaient l'incertitude d'un homme cherchant à répondre aux attentes des autres, brillaient maintenant de la certitude intérieure de celui ayant découvert son véritable destin. Il n'était plus simplement l'un des nombreux seigneurs de guerre rivalisant pour des territoires. Il était quelque chose de totalement nouveau, un type de chef que le Japon n'avait jamais vu auparavant. Cette transformation se reflétait dans tous les aspects de son comportement. Ses ordres étaient donnés avec une autorité faisant obéir sans questionner même les vétérans expérimentés. Ses plans militaires intégraient des innovations tactiques, laissant ses propres généraux admiratifs de son audace. Plus important encore, il avait développé une aura d'invincibilité, fonctionnant comme arme psychologique avant même que les batailles ne commencent. Des ennemis se rendaient simplement en apprenant qu'ils affrontaient l'homme ayant accompli l'impossible à Okehazama. La victoire avait aussi validé son approche non conventionnelle de la guerre et du leadership. Alors que d'autres commandants continuaient à suivre des manuels militaires ancestraux, Nobunaga avait prouvé que l'innovation et l'adaptabilité pouvaient surpasser la tradition et l'expérience. Il commença à attirer non seulement des soldats ordinaires, mais aussi des stratèges brillants et novateurs, reconnaissant en lui un chef capable de mettre en œuvre leurs idées les plus radicales. C'était le début de la formation d'un cercle intérieur de conseillers et de généraux, partageant sa vision révolutionnaire sur la manière dont le Japon devait être conquis et gouverné. Les mois suivant la bataille virent une expansion systématique et implacable du pouvoir de Nobunaga. Chaque nouvelle conquête était planifiée et exécutée avec la même combinaison d'intelligence stratégique et d'audace tactique ayant caractérisé Okehazama. Des châteaux ayant résisté à des sièges pendant des décennies tombaient en quelques semaines. Des alliances ayant semblé solides pendant des générations se défaisaient face à la nouvelle réalité du pouvoir militaire de Nobunaga. C'était comme si la victoire à Okehazama avait libéré une force se déplaçant à travers le Japon, transformant tout ce qu'elle touchait. Mais peut-être le legs le plus durable de la bataille n'était-il ni territorial, ni politique, mais psychologique. Nobunaga avait prouvé que les limites que les hommes acceptaient comme absolues n'étaient souvent que des constructions mentales, pouvant être dépassées par ceux ayant assez de courage pour les défier.
Okehazama n'était pas seulement une victoire militaire, c'était la démonstration que la réalité pouvait être pliée à la volonté de ceux refusant d'accepter l'impossible comme réponse finale. Des années plus tard, quand les historiens tenteraient d'expliquer comment un homme avait réussi à conquérir et unifier un pays entier, ils reviendraient toujours à cette nuit orageuse à Okehazama. C'est là qu'Oda Nobunaga, le jeune chef local sous-estimé de tous, mourut symboliquement. Et c'est là que naquit le seigneur démon, le conquérant implacable qui réécrirait l'histoire japonaise par la seule force d'une volonté, refusant de reconnaître des limites. La bataille ne dura que quelques heures, mais ses conséquences résonneraient à travers les siècles comme preuve que parfois, un seul moment de suprême audace peut changer le destin de nations entières. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et laissez votre commentaire. C'est la chaîne des empereurs. À la prochaine. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired